avec Boris qui est porte-parole du groupe, ainsi qu'Erika Barrett, mais qui est plus éloignée de la métropole. Vous faire un petit point presse aujourd'hui. D'abord parce que ça fait longtemps que, alors même si on vous a de temps en temps au téléphone, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu par définition. On a croisé quelques-uns parmi vous à l'occasion des 3 projets de loi qui ont été discutés et votés à l'Assemblée nationale. Donc j'espère tout d'abord que vous allez tous et toutes bien et que personne, en tout cas, n'a à déplorer ce coronavirus qui continue malheureusement à tuer de nombreuses personnes dans notre pays chaque jour. Donc on va vous faire un petit, si vous le voulez bien, on a fait un petit rappel de ce qui s'est passé pendant le mois de confinement et de comment on va aborder, comment nous nous préparons aussi de notre côté la question du déconfinement qui a été annoncé par le président de la République. Regarde Et aussi cette petite point presse, parce que vous avez été très nombreux à nous demander ce que nous faisions pendant cette période de confinement. Donc, on va tout en multi. ou presque. Alors, sur l'activité parlementaire, tous les députés du groupe, les 30 députés du groupe, on est un petit groupe, mais on est très mobilisés, les 30 députés du groupe ont activement, interviennent sur leur circonscription bien entendu, mais ont activement été des relais pour toutes les interrogations qui ont pu remonter du terrain. On a adressé 72 questions au Premier ministre pendant la période. Il y a encore une nouvelle lettre qui va partir. Il nous a adressé 2 courriers de réponse qu'on a diffusés. Et puis, on a interpellé les ministres sur des questions qui concernent leur domaine de compétences à plus de 35 reprises. Sur les interpellations qu'on a eues et sur lesquelles je me permets d'insister, il y a les EHPAD. On en avait formulé 3 propositions qui étaient de dire il faut un recensement du dépistage qui peut être organisé dans tous les EHPAD, et des masques et tous les matériels. Donc ça, on a été les premiers à interpeller le gouvernement. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément un scoop, mais c'était au moment où ça a été fait, c'était vraiment, on sentait que ça montait. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde l'évoque et ça me paraissait très important. Deuxième sujet qui est passé un peu plus inaperçu, c'est le congé parental le congé pour garde d'enfants qui est considéré comme un congé maladie entre guillemets dans la comptabilité. Donc ça, dès le départ, on a estimé que ce serait un fiasco puisque les employeurs pensaient qu'ils allaient être remboursés du salaire de leurs salariés, ce qui n'a pas été le cas. Le gouvernement a corrigé le tir vendredi dernier, il a fallu un mois. Et on a appris à cette occasion-là, vendredi dernier, à l'occasion du projet de loi de finances rectificative, que ça allait concerner 1,7 million de personnes. Et puis, il y a évidemment la continuité pédagogique. Deuxième volet que nous avons eu l'occasion aussi d'évoquer avec le président de l'Assemblée nationale et en conférence des présidents, c'est nous souhaitons qu'il puisse y avoir peut-être une meilleure organisation des débats parce que ce n'est pas parce que les députés ne sont pas à l'Assemblée nationale qu'ils ne participent pas, y compris au travail législatif. Donc, bien entendu, il n'est pas question de ne pas respecter la distanciation sociale, on est bien clair là-dessus, il n'y a pas de sujet sur ce point-là. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir éventuellement sur des sujets importants un vote électronique qui puisse peut-être être envisagé à l'Assemblée nationale. Alors j'entends bien que ce n'est pas forcément dans la tradition, mais ça nous paraît être important. Troisième point que nous souhaitions aborder avec vous, c'est la question qui a été aussi portée par le président de la République de l'unité nationale. Alors l'unité nationale, ça peut être un slogan, mais si on veut vraiment qu'elle fonctionne, c'est ceux qui ont à plus le faire d'efforts, à fournir d'efforts, c'est évidemment la majorité. Donc, on vous a donné un petit page 4 et 5. On a mis quelques statistiques sur les 3 textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale. D'abord, pour faire une petite stat sur ce que notre groupe a fait, nous sommes 5% de l'Assemblée nationale, mais nous avons déposé 20% des amendements sur les 3 textes. Donc, vous avez les statistiques en page 4 qui vont s'afficher, mais qu'on va vous envoyer évidemment aussi par mail. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que sur les amendements adoptés, donc nous pesons 20% des amendements déposés, mais nous ne représentons qu'entre 0 et 1% des amendements votés. Et il nous semble que dans une démarche d'unité nationale, les propositions qui viennent de l'opposition auraient intérêt peut-être à être un peu plus prises en compte, d'autant que si on va page 5, 6, on se rend compte qu'un certain nombre de nos propositions ont été reprises après par la majorité. Je pense notamment, alors on vous en a mis quelques exemples, on a mis la suppression du jour de carence. Nous étions le seul groupe à avoir déposé un amendement, ça a été repris par la majorité. C'est très bien se fasse, mais c'est cette dynamique-là de, voilà, l'unité nationale ne peut pas être qu'un slogan.
La transformation en exonération du report de cotisation, nous l'avions demandé pour les restaurateurs, enfin pour un certain nombre de petites structures qui ne pourront pas tenir malgré le report de cotisation, et l'extension du dispositif de garde aux enfants de sapeurs-pompiers, ou encore le fait que le fonds de solidarité puisse avoir un nombre de bénéficiaires supérieur, en faisant en sorte que ce ne soit pas la baisse de chiffre d'affaires de 70% qui soit prise en compte, mais 50%. Donc, à partir de là, nous, les exigences que nous formulons pour la suite, c'est de dire, premièrement, il faut que sur la vigilance que nous menons, sur le premier point, c'est les 20 milliards d'euros qui ont été votés dans le dernier budget, enfin qui ne sont pas encore complètement votés puisque le Sénat est en train de l'examiner, pour les recapitalisations d'entreprises publiques, voire des nationalisations. Ces 20 milliards d'euros, c'est un tiers du budget qui a été voté vendredi dernier, enfin en tout cas de l'argent frais, puisque si je fais juste une parenthèse, le budget de vendredi dernier, c'est 105 milliards d'euros. Sur ces 105 milliards d'euros, il y en a 62 qui sont de l'argent frais. Tout le reste, c'est des moindres recettes qui vont tomber dans les caisses de l'État. Et sur ces 62 milliards, il y en a 20 qui vont pour des recapitalisations, voire des nationalisations. Sur ce point-là, pour l'instant, il y a un chèque en blanc qui a été donné au gouvernement. Nous, ça ne nous satisfait pas. Et donc, nous avons demandé, et ça sera redemandé par nos collègues sénateurs, que le Parlement puisse être associé à ces décisions en amont. On ne veut pas faire de la veille après coup, on veut être associé en amont. Sur la question du chômage partiel et des congés pour garde d'enfants, il y a une nécessité d'un paiement rapide de l'État. On a beaucoup de remontées comme quoi, à ce stade, des entreprises n'ont pas été remboursées sur le mois de mars. Et enfin, sur le troisième point, le troisième pilier, c'est le déploiement des soutiens sociaux que le gouvernement a mis en œuvre. Je rappelle que sur l'enveloppe du PLFR 2, ces aides sociales, ou ce qu'on a appelé ces aides d'urgence alimentaire, ne représentent que 2% du plan d'urgence. Nous avons formulé là aussi un certain nombre de propositions alternatives. Et je vais passer la parole à Boris. Merci. Donc je prolonge par les 6 propositions de loi que nous avons déposées pour répondre à l'urgence économique et sociale. Vous avez compris, nous sommes l'objet, bien que confinés comme parlementaires, de beaucoup d'interpellations, de simples particuliers, de familles dans des situations de grande précarité, des chefs d'entreprise qui sont inquiets. Et donc, nous avons nourri nos interpellations des ministres, du Premier ministre et nos propositions de loi comme nos amendements de toutes ces interpellations. Alors, 6 propositions de loi. La première, elle consistait à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs au fonds de solidarité. Vous avez, comme nous, entendu un certain nombre de chefs d'entreprise, je pense en particulier à ceux de l'hôtellerie et de la restauration, qui ont voulu faire jouer leur garantie perte d'exploitation et qui se sont heurtés à des refus de leurs assureurs, se demandant bien, dans ces circonstances, à quoi ils pouvaient dès lors bien leur servir. Nous avons été les premiers, là aussi, à interpeller en disant que les assureurs doivent prendre leur part de responsabilité. Et donc, nous avons déposé une loi en ce sens. Et depuis lors, même si nous pensons qu'il faut aller encore au-delà, eh bien, les assureurs ont été contraints de bouger. Nous continuerons d'être exigeants à leur endroit. La deuxième chose, c'était l'interdiction des aides versées, l'interdiction de verser des dividendes dès lors qu'on était une entreprise aidée dans le cadre des dispositifs mis en place par le gouvernement. On ne peut pas se contenter en la matière d'un code de bonne conduite ou des bonnes intentions des uns et des autres. D'ailleurs, il faudrait regarder de près ce qui se passe effectivement dans un certain nombre de groupes. Troisième principe, c'est celui de protéger dès à présent notre souveraineté économique. Ce que la crise a révélé, c'est notre extrême dépendance à l'endroit d'un certain nombre de pays producteurs de dispositifs, des médicaments, des dispositifs médicaux essentiels. Et nous savons que du fait de la chute des cours boursiers, du fait de la structure capitalistique d'un certain nombre de nos entreprises, eh bien, ça pourrait devenir un grand shopping si nous ne protégeons pas nos entreprises, et nous avons formulé des propositions en ce sens. Nous avons également demandé à ce que soient nationalisées les entreprises Luxfer et Famar, qui sont producteurs là de bouteilles d'oxygène dans un autre endroit de molécules de médicaments, parce qu'une fois que les entreprises sont fermées, on voit que le démarrage est long et qu'un certain nombre de choses nous manquent. Nous avons également proposé la distribution de chèques vacances à l'ensemble des personnes mobilisées et la création de bons alimentaires à disposition des étudiants et des apprentis boursiers. Et c'est vrai, Valérie Rabault l'a dit tout à l'heure, on envisage sans doute le monde d'après, mais dans la crise se révèle évidemment une lumière crue, les différences sociales, et selon l'endroit où l'on vit, selon son niveau de revenu, selon son activité, on ne vit pas évidemment le même confinement qu'à l'île de Ré.
Nous avons donc un certain nombre d'alertes sur des sujets qui sont non traités à ce stade dans les différents plans d'urgence du gouvernement. J'ai évoqué le premier, c'est l'urgence sociale. Il faut aller au-delà. Nous avons fait des propositions qui n'ont pas été retenues, peut-être parce que le gouvernement parfois se range après coup à nos propositions qu'il y viendra, mais des aides pour les familles confinées, majorées pour celles qui ont des enfants nous paraît absolument nécessaire. Le fonds de soutien aux associations qui œuvrent en matière caritative nous paraît également tout à fait important. Nous avons des secteurs d'activité qui sont particulièrement exposés. On pense à la culture, on pense à la presse, on pense aussi à d'autres secteurs. Alors, nos alertes, je l'ai évoqué, c'est l'urgence économique. Pas parce que nous formulons des propositions qu'elles sont suivies. Luxfer et Famar restent sur la table. La situation agricole et la situation de la presse restent sur la table. La question d'un certain nombre d'urgences territoriales, je pense aux territoires ultramarins qui ont besoin d'être aidés, demeure encore pendante. La question des moyens de l'Agence nationale du sport, évidemment, parce que tout a été bouleversé, doit être aidée. La vie associative a été très affectée. Nous souhaitons également, et ça fait partie des propositions que nous continuerons de pousser, qu'il y ait une reconnaissance de l'engagement pendant la crise par des primes exceptionnelles qui doivent être versées au personnel des EHPAD, aux salariés qui font de l'aide à domicile, aux assistantes matérielles. Et j'ai évoqué la question également des chèques vacances pour ceux qui ont assuré la continuité des services vitaux de la nation. Et nous avons formulé là aussi des propositions. Point supplémentaire sur les enjeux du déconfinement. Chacun parle, depuis que le président de la République a annoncé la date du 11 mai, des conditions du déconfinement. À dire vrai, à ce stade, nous avons une date, mais nous avons surtout des questions. Et la conférence de presse du Premier ministre, pour pédagogique qu'elle était, nous a laissé un peu sur notre faim du point de vue de ce qu'il était envisagé pour la reprise d'activité, la protection notamment des salariés, pour la question de la reprise de l'école. Jean-Michel Blanquer a fait des propositions aujourd'hui, mais là aussi, faire des propositions avant la concertation, avant le débat parlementaire, nous laisse un petit peu circonspect. Donc nous formulerons des propositions sur les prérequis du déconfinement qui se nourrissent là aussi des interpellations dont nous sommes l'objet, du réseau d'élus qui est important et qui nous font remonter leurs préoccupations. De la même manière, nous demandons au gouvernement de saisir la CNIL avant le débat du 28 avril sur l'application Stop Covid, dont chacun, évidemment, est aujourd'hui instruit, même si c'est à grands traits. Enfin, sur la sortie de crise, nous formulerons régulièrement des propositions, mais deux que nous voulons, annoncer. Nous nous préoccupons de la question du soutien aux restaurateurs. La partie activité touristique, c'est 8 à 10% du PIB. C'est 1 million de salariés. C'est des dizaines de milliers de cafés, de restaurants, d'hôtels, de campings qui aujourd'hui ont le couteau sous la gorge. Pour l'instant, le garrot tient, mais ils ne savent pas ni quand ni comment ils reprendront leur activité, si les clients reviendront. Et donc, nous formulerons là aussi des propositions. De la même manière, nous remettrons sur la table le plan de lutte contre la précarité énergétique que nous avions déposé, qui consistait en 300 milliards d'euros d'investissement sur 30 ans, fonctionnement pour partie sur une subvention et pour une autre partie sur une avance remboursable payable au moment des mutations, que nous avions transmis à la Convention citoyenne pour le climat et que nous avons eu la bonne surprise de constater qu'elle l'a repris au premier rang de ses propositions. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sous le contrôle de Valérie. Donc merci Boris. On va prendre vos questions si vous le souhaitez. Sur le dernier point qu'a annoncé Boris, je souhaite vraiment insister dessus. Sur cette proposition de loi qui, comme vous le savez, n'a pas été votée, c'est la proposition numéro 1 qui émerge des travaux de la Convention citoyenne. Et c'est une proposition qui à la fois touche le pouvoir d'achat, qui touche les perspectives sur la précarité énergétique, qui touche l'ensemble des champs de nos concitoyens, que ce soit économique, social ou énergétique et écologique. Et ça, c'est bien un plan de sortie de crise. Ce n'est pas le monde d'après, sur lequel, évidemment, les uns les autres, nous travaillons et sur lequel nous reviendrons après. Là, c'est vraiment l'urgence plan de sortie de crise. Alors oui, une question de l'AFP. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que vous voyez une différence entre votre position qui a été de voter donc le budget
et celle des insoumis ou des communistes. Est-ce que ça dessine un peu de stratégie? Est-ce que vous êtes un peu plus dans une idée de concorde nationale ou même d'union nationale ou pas du tout? Nous, alors, d'abord, c'est évidemment une position qui a été discutée et débattue à l'intérieur du groupe socialiste et apparenté. Nous avons considéré que dans la vie, on peut avoir deux options. Soit on considère que le verre est à moitié vide, soit on considère qu'il est à moitié plein. Nous avons considéré qu'il est à moitié plein, puisqu'il y avait, encore une fois, ce budget rectificatif, le deuxième, répond à ce que nous avions dit, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent frais. Ça ne peut pas être juste des reports de cotisation ou une garantie bancaire, aussi importante soit-elle et aussi nécessaire soit-elle. Il fallait qu'à un moment donné, le gouvernement se positionne avec des crédits, de l'argent frais. Alors, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut évidemment que cet argent frais réponde à une urgence alimentaire et sociale. Et j'insiste sur alimentaire. Il y a des familles en France qui n'arrivent plus à se nourrir parce que leurs enfants bénéficiaient de repas à la cantine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et parce que, bien évidemment, les associations de solidarité ont dû réduire la voilure, ne serait-ce que pour protéger leurs bénévoles dans le cadre du confinement sanitaire. Donc, il y a un début de réponse à l'urgence alimentaire et sociale. Je dis bien que c'est un début. Nous avons dit que c'était insuffisant. Nous avons notamment rappelé que, par exemple, pour les étudiants boursiers ou les apprentis boursiers qui ne peuvent pas aller au Crous, parce qu'évidemment, ils sont fermés, il n'y a rien dans ce qui a été proposé par le gouvernement. Mais nous avons considéré que le verre était peut-être plus à moitié plein qu'à moitié vide. Par rapport aux deux autres groupes de gauche qui ont fait un autre choix, notre perspective ne s'inscrit pas, je vous l'ai dit, dans une histoire d'unité nationale, puisque l'unité nationale, ça ne peut pas être un slogan. L'unité nationale ne peut exister que si la majorité fait participer tous les groupes, y compris les groupes d'opposition, et qu'à partir de là, on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions. Cette démarche-là n'a absolument pas été enclenchée, et vous le voyez dans les chiffres qu'on vous a mis dans la présentation, pages 4 et 5. Nous avons déposé 20% sur les trois textes, 20% des amendements, c'est-à-dire 4 fois plus que notre poids politique au sein de l'Assemblée nationale. Et sur les amendements adoptés, nous avons eu 1%, voire 0% d'amendements adoptés. Donc, vous voyez que on ne s'est pas du tout positionné au regard de ce que pouvait être une union nationale qui, encore une fois, si on veut vraiment qu'elle existe et qu'elle ne soit pas qu'un slogan, doit venir avec une position, un positionnement de la majorité. Nous nous sommes positionnés au regard des populations qui ont le plus besoin, qui sont en plus fragilisées par le confinement et par cette crise qu'engendre le coronavirus. Et par conséquent, nous avons considéré qu'il y avait une petite avancée insuffisante. On vous a fait la liste de tout ce que nous avions proposé. On vous a fait la liste de tout ce que nous avions mis dans le débat dès le premier projet de loi de finances rectificatif, le 1, d'il y a un mois, sur lequel le gouvernement avait dit non à quasiment tout, pour au final reprendre certaines de nos propositions, alors se les rapproprier, bon, c'est peut-être de bonne guerre, je ne sais pas comment il faut dire, mais n'empêche que on ne s'est pas positionné par rapport à cette question de l'unité nationale, mais bien par rapport aux besoins des Français et des Françaises. Peut-être pour prolonger ce que dit Valérie. D'abord, l'unité, c'est un mot, d'ailleurs que ce n'est pas une construction politique. Et en effet, on dépose beaucoup d'amendements, peu sont repris. On aurait pu imaginer que les circonstances en décident autrement. Finalement, c'est aujourd'hui comme c'était hier, nos amendements ne prospèrent pas beaucoup. La seule exigence qui est la nôtre, à la fois dans le travail législatif et dans le travail de contrôle, c'est d'être exigeant pour trouver les meilleures voies et moyens de gestion de cette crise, de gestion sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan humain. Et quand nous avons été dans l'interpellation du gouvernement sur les mesures sociales, sur les mesures de solidarité à prendre, qui nous paraissent très largement insuffisantes, c'est parce que nous considérions que la première mouture du gouvernement n'allait pas du tout, parce qu'elle ne considérait que ceux qui étaient au travail. Sauf que les familles dans la grande précarité, pour lesquelles, par exemple, quand elles avaient des enfants, le repas à la cantine était le seul repas où ils mangeaient à leur fin de leur journée. Pour tous ceux qui avaient été en fin de CDD, qui étaient intérimaires, qui étaient chômeurs non indemnisés, bien pour cela, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'on avait, dès le départ, commencé par dire qu'il faut suspendre la réforme de l'assurance chômage. D'ailleurs, on pense non seulement qu'il faut qu'elle soit suspendue, mais qu'elle soit retirée. Et donc, nous, on est dans cette exigence-là, qui est celle que les Français posent vis-à-vis du gouvernement. Et nous sommes, nous aussi, les représentants des Françaises et des Français. Donc, la question n'est pas tant celle de l'unité que celle de la justice et de l'efficacité.
Alors, j'ai plusieurs propositions de questions. Renaud Honoré pour Les Échos. Oui, bonjour. Une question sur les mesures fiscales que vous préconisez en réponse pour financer les conséquences de la crise. La semaine dernière, vous aviez indiqué dans nos colonnes que vous étiez favorable à une contribution des plus aisés. Et aujourd'hui, c'est Laurent Berger qui lui a expliqué qu'il est préconisé en fait un impôt exceptionnel pour les entreprises qui ne seraient pas impactées par la crise. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée et de manière générale, si vous pensiez que d'une façon ou d'une autre, il allait falloir des mesures fiscales, des nouveaux impôts en fait sur les entreprises, au moins celles qui ne sont pas concernées par les risques de faillite. Alors, nous, on a eu, dans le débat, on a une double démarche. La première, c'est de dire, on observe que le gouvernement fait tout reposer sur la dette, à 100%. Tout financé via un chèque par la dette, ce qui suppose quand même de l'avoir sécurisé, parce que la France n'aura jamais, sur 2020, n'aura jamais autant emprunté qu'en 2020, c'est-à-dire 200 milliards sur une année normale, et là, ça va faire 350 milliards d'euros. Donc, on voit bien que la dette ou les euros, ça va faire un peu comme les masques chinois. Tout le monde va en vouloir. Donc ça, c'est sécurisé. Ça veut dire avoir un dialogue avec l'Union européenne et aussi, bien entendu, avec la Banque centrale. J'entends bien qu'elle est indépendante, mais c'est quand même un acteur économique extrêmement important dans notre pays. Deuxième volet, nous avons dit, on ne pourra pas tout faire reposer sur la dette, parce que ça veut dire qu'on fait payer les générations suivantes. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui puisse s'instaurer. Alors, on a dit tout de suite, dans ce qui peut être fait là, tout de suite, maintenant, on a dit l'ISF, parce que d'abord, ça fait quand même depuis septembre 2017 que nous le demandons. On a mis aussi dans le projet de loi de finances rectificatif un amendement qui visait à dire on prend une contribution sur les assurances vie. Bon, ça peut être une possibilité. Laurent Berger a évoqué les entreprises. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on tire les conséquences une fois qu'on est un peu sorti du tunnel, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles sont les entreprises les plus impactées ou les plus pénalisées. Et donc, il faut absolument pouvoir, dès qu'on sort du tunnel, qu'on puisse mettre les choses sur la table avec un plan de financement de sortie de crise. Ça, c'est véritablement indispensable parce que sinon, on fait tout reposer sur la crise. Donc, nous, on dit dans l'immédiat l'ISF, parce qu'on l'a toujours demandé. On a mis une autre proposition dans le projet de loi de finances rectificatif, mais il sera indispensable d'avoir un plan de financement de sortie de crise. Et j'espère que là-dessus, puisque le mot d'unité nationale a été évoqué par le président de la République, qu'il mettra autour de la table tous les acteurs, les partenaires sociaux, les élus locaux, les élus nationaux. Encore une fois, le montant est tellement important qu'il faut que tout le monde puisse être autour de la table et formuler des propositions. Et encore une fois, il faudra qu'évidemment, il y ait un effort de ceux qui peuvent le plus. Ça s'est toujours fait dans toutes les crises. Le ministre de l'économie dit que c'est la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a le plan Marshall pour aider les économies européennes, mais il faut qu'il y ait évidemment une contribution de celles et ceux qui peuvent le plus. Donc, sur les entreprises, moi, je pense que la proposition de Laurent Berger est très intéressante, mais il faudra qu'on puisse faire un état des lieux, si vous voulez, quand on sera un peu sorti du tunnel. Juste peut-être rajouter un élément. Valérie Rabault a raison de dire que dans la crise, mais depuis un moment déjà, la politique monétaire est redevenue un outil politique. Et qu'en effet, ça doit être considéré comme tel et prendre une part éminente dans la relance, le soutien de l'économie et la relance européenne. De la même manière que la responsabilité de l'Union européenne est aujourd'hui éminente et qu'elle joue à certains égards son avenir, de sa capacité à être solidaire de la crise dans les questions justement de gestion de la dette. On ne peut pas non seulement faire reposer, comme l'a dit Valérie Rabault, la suite sur la dette, mais j'allais dire ni sur une croissance, j'allais dire, qui serait extraordinairement défavorable à l'environnement, il y a des questions à se poser, ni moins encore sur la question de l'avenir des services publics et de la dépense publique. Je ne pense pas que la crise ait fait la démonstration qu'on ait besoin de moins de services publics, mais plutôt l'inverse. Et donc c'est dans cette équation-là qu'il va falloir en effet trouver qui peut contribuer. Les plus hauts revenus, les multinationales. Je vous rappelle qu'elles consolident plus de 40% de leur chiffre d'affaires dans les paradis fiscaux et qu'il manque à la France, au titre de l'impôt sur les sociétés, en temps normal, à peu près 5 milliards par an. Que l'optimisation de la fiscalité sur les dividendes a coûté des milliards d'euros à l'Europe. Et donc, dans la crise, il va falloir se dire que ce type de sécession nous a mis par terre et qu'il faut y mettre un terme. Alors, j'ai 3 autres prises de parole. Anne Bail, Iniguez, pour le quotidien du médecin.
Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez des propositions précises sur l'après-crise et l'hôpital. Le gouvernement a prévu un plan massif. L'hôpital et les établissements médico-sociaux, là, vous nous avez parlé d'une prime de 1 000 € pour le personnel des EHPAD. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Boris, vas-y. Alors, vous vous souvenez que nous avions fait une proposition au moment du PLFSS qui était un plan d'urgence pour l'hôpital, dans lequel il y avait une augmentation de l'ONDAM. Il y avait d'ailleurs un ONDAM qui pouvait être différencié en fonction de critères géographiques et sociaux. Il y avait une reprise de la dette des hôpitaux publics. Il y avait un certain nombre de choses comme ça. Nous avons mis en place un groupe de travail qui débute ses travaux pour annoncer des mesures qui sont des mesures structurelles, et donc nous les annoncerons en temps et en heure quand nous les aurons travaillées. Mais il y a des choses qui en termes d'urgence, restent valables du plan que nous avions présenté il y a quelques mois. Merci. Alexandre Boudet. Oui, bonjour. Une question liée à ce qui a été décidé ce matin en conférence des présidents. Comment vous accueillez l'annonce d'un vote sur le tracking la semaine prochaine? Avez-vous une idée du texte qui va vous être soumis? Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'il soit tellement large ou vague que vous n'ayez d'autre choix que d'être d'accord, par exemple? Et est-ce que vous avez déjà discuté entre vous, au sein du groupe socialiste, d'une position commune sur ce texte? Alors, oui, nous sommes satisfaits qu'il y ait un vote. Non, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui sera dans la déclaration du gouvernement, puisque je rappelle que c'est un vote qui va se passer au titre de l'article 50-1 et que donc c'est le gouvernement qui soumet un texte, donc il mettra ce qu'il veut dedans. Nous avions deux exigences, c'est que ce débat sur le tracking se fasse de manière globale avec un débat sur le déconfinement, parce que si le tracking doit être un des moyens utilisés dans le cadre du déconfinement, nous estimons qu'il était nécessaire qu'il puisse y avoir un débat global. Donc, en fait, il y aura deux débats avec deux votes. Et nous avons aussi demandé est-ce que l'avis de la CNIL soit donné avant le débat, parce qu'elle dit ce qu'elle pense de cet outil qui, à ce stade, n'existe pas encore complètement. Donc, ça, ce sont nos deux exigences. Nous continuons des auditions sur ce sujet pour pouvoir avoir l'avis le plus éclairé possible. Donc, à ce stade, le groupe des députés socialistes et apparentés n'a pas encore pris position, et de toute façon, on le dira de manière très claire, et puis notre vote le reflètera également. Nous avons plusieurs auditions programmées cette semaine, donc bien évidemment, nous nous inspirerons. Merci. Mais il est bien qu'il y ait un vote. Ça, c'était indispensable. Alors, autre prise de parole. Arthur Nazaré. Ah, vous m'entendez? Oui, c'est un peu pour poursuivre la question de mon collègue. Je ne suis pas spécialiste de la procédure parlementaire, mais du coup, quand est-ce que vous allez avoir le texte? Est-ce qu'il va être déposé, je ne sais pas moi, vendredi ou jeudi, parce que vous prononcez dessus mardi? Et d'autre part, est-ce que vous souhaiteriez entendre avant le vote de ce texte pour le déconfinement Jean Castex? Alors, sur la question du calendrier, je ne suis pas certaine que nous ayons un texte. Enfin, pour l'instant, ce matin, nous avons posé la question au ministre des Relations avec le Parlement, pour être franche avec vous, sur le calendrier. Est-ce que nous aurons le texte à l'avance? Je ne sais pas vous le dire. Ouais. J'imagine que oui, mais à ce stade, on n'a pas eu de réponse sur un calendrier. Sur l'audition de M. Castex dans le global pour le déconfinement, moi, ça me paraît une bonne idée. Mais encore une fois, ce que nous voulons, c'est avoir, comment dire, le président de la République, la semaine dernière, avait annoncé 2 semaines pour disposer d'un mode d'emploi du déconfinement. Et le Premier ministre a parlé dimanche et a dit ce sera dans 2 semaines. Donc, en fait, il a gagné 1 semaine sur le mode d'emploi qui pourra être mis en œuvre. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse avoir une vision claire à ce stade de la manière avec laquelle le gouvernement envisage concrètement le déconfinement. Ce qui n'est pas tout à fait le cas à ce stade. Alors, Frédéric Delpech. Oui, bonjour. Pour juste compléter la question de mes confrères précédemment, sur d'abord le vote de la semaine prochaine sur le tracking, vous demandez donc l'avis de la CNIL
est-ce que vous conditionnez votre vote à un avis favorable de la CNIL d'abord? Et ensuite, sur le plan de déconfinement donc, de la semaine suivante, est-ce que vous souhaitez que le gouvernement présente son plan à l'occasion du débat ou est-ce que le plan peut être présenté la semaine précédente? Alors, pour essayer de répondre à votre première question, on a besoin d'avoir l'avis de la CNIL, d'évidence. C'est l'autorité administrative compétente en la matière. Est-ce qu'elle déterminera notre vote? Nous sommes libres de notre vote, donc nous verrons les éléments qui sont portés à notre connaissance et l'avis qui sera celui de la CNIL. Voilà. Ce que je dois vous dire, c'est que pour l'instant, nous sommes entre la circonspection et un débat, et j'allais dire l'esquiver en se prononçant avant même qu'il ait eu lieu. Mais enfin, les questions qui se font jour sont préoccupantes et à ce stade, le gouvernement n'a pas apporté beaucoup d'éclairage. C'est pour ça qu'on a insisté sur la nécessité non seulement d'avoir un débat éclairé d'avis de ceux dont c'est la fonction, et puis que nous puissions avoir un vote, parce que sinon, c'était une causerie et pas un débat parlementaire. Voilà. Ensuite, sur la question du déconfinement, je pense qu'il y aura sans doute un lien à faire, en tout cas à instaurer, entre la mission d'information parlementaire, à laquelle Valérie Rabault, moi-même et David Habib appartenons et représentons le groupe socialiste et apparenté, qui pose beaucoup de questions sur le déconfinement, sur la stratégie. Par exemple, la semaine dernière, nous avons posé des questions sur l'immunité collective. Est-ce que la France est dans une stratégie de recherche de l'immunité collective? Que sait-on, en l'état actuel des connaissances scientifiques, de la contagiosité, de la contagion et des symptômes des enfants? Voilà, on va poser beaucoup de questions et le débat que nous aurons sur les modalités du déconfinement, nous considérons qu'elles doivent pouvoir aussi améliorer le plan de déconfinement. Sinon, là aussi, on n'en verra pas l'utilité. On n'est pas là juste pour faire de la présence. Juste sur le point du déconfinement, pour être le plus clair possible, on a déjà envoyé un courrier la semaine dernière au Premier ministre avec des questions très précises comme celle que vient de citer Boris. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu la réponse à celui-ci, mais on transmettra évidemment dès que nous les aurons. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions en attente, sauf erreur de ma... Pardon ? J'ai une relance, s'il vous plaît. Oui. Sur le tracking, au-delà des exigences que vous avez avant le débat, quelle est votre position, vous, sur le principe d'une application de ce type? Mais alors, les exigences... Enfin, comment dire ? On entend bien que le tracking, on dit les données ne seront pas enregistrées, c'est du Bluetooth, c'est sur la base du volontariat. Le code source, j'espère, sera public. L'application est développée avec d'autres pays. Donc, nous, ce que nous voulons comprendre, parce que tout le monde n'est pas forcément ce qu'on veut, on a évidemment une exigence de protection des libertés. Ça a été d'ailleurs rappelé de manière très claire par le président du Conseil constitutionnel dans une interview dans les colonnes de l'un de vos confrères samedi dernier. Donc, c'est effectivement une exigence que tout le monde a. Mais nous avons aussi une exigence de protection de la santé publique. Et donc, la politique, c'est toujours faire la balance entre les deux. Et moi, je ne vais pas répondre, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, vous savez très bien que je ne vais pas vous faire de la langue de bois sur ce sujet, mais la réponse, on vous la donnera la semaine prochaine. Parce qu'on veut avoir l'avis le plus éclairé possible. On veut comprendre l'ensemble des démarches du déconfinement tel qu'envisagé par le gouvernement. Et encore une fois, la balance, elle est toujours entre la protection des libertés individuelles et la protection de la santé publique. C'est un équilibre à trouver, c'est un équilibre que toute démocratie doit trouver. Et bien entendu, on se prononcera là-dessus. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Avec Boris et puis j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de mes collègues qui se sont connectés. On vous remercie pour votre présence. Et puis, comme toujours, on est à votre disposition si vous avez toutes les questions que vous auriez. Et on vous souhaite de prendre soin de vous pendant cette période de confinement qui va se
prolongé jusqu'au 11 mai. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.